Voilà. Donc, nous voici à nouveau dans cet amphi du Centre Sèvres qui nous accueille une fois encore donc, dans le cadre de l'intercession Socrate-Saint-Paul. Et donc nous recevons deux hôtes finalement au sens double du terme, celui qui reçoit, celui qui accueille, puisque en quelque sorte c'est davantage reçu ici par Étienne Grieux qui est le président du Centre Sèvres et Véronique Albanel qui enseigne ici. Et en même temps aussi, nous les accueillons puisque c'est aussi dans le cadre de l'association Socrate-Saint-Paul qu'on se retrouve ce soir sur le thème notre société à l'épreuve de l'hospitalité, de la peur à la joie de la rencontre. Et on va donc avoir un temps dialogué avec nos deux intervenants. Véronique Albanel, donc vous êtes ancienne élève de l'ENA, ancien juge administratif, et puis vous avez une famille nombreuse et vous aviez souhaité faire une pause au Centre Sèvres, ce qui vous a conduit à faire une thèse sur Hannah Arendt, qui a donné lieu en 2010 à un ouvrage, Amour du monde, christianisme et politique chez Hannah Arendt. Et tout en enseignant au Centre Sèvres, vous êtes, et à Sciences Po Paris, vous êtes aussi présidente de JRS France, donc le service des jésuites pour les réfugiés. Et vous venez de ressaisir votre engagement associatif et vos convictions dans un ouvrage qui est paru en octobre dernier, La fraternité bafouée, sortir de la peur du grand remplacement. Et pour vous, vous dites notamment dans cet ouvrage, et ensuite vous en expliquerez davantage, que la crise de l'hospitalité que traverse toute l'Europe s'éclaire peut-être à partir d'une histoire de nos peurs collectives. Vous dites aussi, la crise migratoire peut devenir un défi heureux si nous parvenons à balayer la peur de l'autre pour oser la rencontre. Et le dernier chapitre, justement, de votre livre, c'est la joie de la rencontre est possible. Et vous, Étienne Grieux, vous êtes jésuite, entré dans la compagnie de Jésus après des études de géographie qui vous ont conduit en Inde et au Tchad. Et aujourd'hui, votre domaine de recherche, c'est et vous êtes engagé dans l'apostolat social. Et à cet égard, vous dites que les engagements ne sont pas tant les conséquences de la foi que source de la foi. Et dans un ouvrage collectif, publié donc aux éditions jésuites en 2017, Qu'est-ce qui fait vivre encore quand tout s'écroule? Vous avez essayé, avec d'autres, d'esquisser une théologie à l'école des plus pauvres. Et vous nous dites en fait que cette théologie à l'école des plus pauvres est assez fondamentale dans la mesure où ces personnes ouvrent sur la condition humaine un angle d'approche tout à fait spécifique, car connaître la grande pauvreté est une expérience radicale. Et ainsi, vous mettez en évidence les ressorts et points d'appui des plus pauvres, tout particulièrement ce que vous appelez un tissu de liens bienveillants, cet espace matriciel où la vie est remise en genèse. Et dans ce manifeste aussi, vous avez rappelé l'étroite solidarité de l'Église avec l'ensemble de la famille humaine, avec les premiers mots de Gaudium et Spes, les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des hommes de ce temps, des pauvres surtout et de ceux qui souffrent, sont aussi les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des disciples du Christ, et il n'est rien de vraiment humain qui ne trouve écho dans leur cœur. Et maintenant, nous avons hâte de vous écouter tous les deux. Donc on va d'abord entendre Véronique, puis Étienne, et 30 minutes chacun environ, et ensuite on aura un temps d'échange de 30 minutes. Il y aura un micro qui circulera, on groupera les questions, et puis nos intervenants répondront. Voilà, alors je vais essayer de faire vivre les images que j'avais prévues, puis surtout de vous donner le contenu, à défaut des images, même si les images sont, à mon avis, parfois très nécessaires, au moins pour percevoir ce qu'est une peur. Alors, je rappelle, le titre de notre soirée, c'est « Notre société à l'épreuve de l'hospitalité, de la peur à la joie de la rencontre ». Il y a donc un passage, et je pense un temps peut-être de concentration sur qu'est-ce que cette peur, en termes migratoires, puisque c'est plutôt dans ce domaine que je me situe. La peur a un nom, même un nom important, hein, c'est cette fameuse peur du grand remplacement. Bon, je vous le dis en bref, mais si ça vous intéresse dans la question, je développerai un petit peu. C'est encore une fois une peur assez récente, puisqu'elle est nommée comme cela par Renaud Camus, un écrivain d'extrême droite, qui s'est d'ailleurs même présenté à un moment donné à la présidentielle. Son livre « Le grand remplacement » date de 2011.
Et il prétend, encore une fois, que c'est ni un concept, ni une théorie, mais un phénomène historique d'une extrême gravité, puisqu'il s'agit, en d'autres termes, de changer de peuple. Et le peuple français, bien sûr, mais aussi le peuple européen, et que le but serait, en une ou deux générations, de substituer au peuple français de souche, donc, en clair, blanc et chrétien, un peuple de couleur, venu soit du Maghreb, soit d'Afrique subsaharienne, plutôt musulman, donc il y a aussi une critique de l'islam derrière, et donc cela serait également orchestré, donc voulu. Vous voyez, il utilise des termes très forts, c'est-à-dire qu'il y a les remplacés, les Français de souche, il y a les remplacistes, c'est tous ceux qui pactisent avec leur grand remplacement, qui laissent faire volontairement ou involontairement, et ceux qui orchestrent, organisent, puisque c'est une forme de conspiration qu'il dénonce, ce sont principalement l'ONU. Voilà, il y a un rapport de la division de la population de l'ONU en 2000 qui prétendait réfléchir, mais avec un point d'interrogation, sur la question du vieillissement démographique en Europe. Donc toute la question, c'était de savoir comment va-t-on répondre à ce vieillissement démographique de l'Union européenne, et est-ce que le mot remplacement figurait dans cette... Les migrations de remplacement peuvent répondre au vieillissement de la démographie, mais c'était avec un point d'interrogation. Curieusement, alors que le rapport même de la division démographique de l'ONU conclut au fait qu'il n'y a pas de possibilité suffisante de répondre au vieillissement de la population, vous savez que la population, qui est environ un peu plus de 500 millions d'habitants en Europe, va décliner, on le sait déjà, eh bien, cela ne suffirait pas à répondre, mais curieusement, vous voyez, c'est toujours cet effet médiatique. C'est-à-dire qu'en fait, les journaux comme Libération et même Le Monde ont un peu caricaturé les titres en disant « L'ONU défend le remplacement des populations » et ça a déclenché cette espèce de psychose que certains appellent des fantasmes. Mais encore une fois, ce sont des fantasmes qui sont, je pense, aujourd'hui tellement répandus, pour vous le dire. Une des images que je voulais vous donner, c'était des caricatures d'un quotidien ou d'un mensuel, je pense plutôt, qui s'appelle Présent. Présent, c'est un quotidien ou mensuel, au départ d'ailleurs catholique, catholique traditionnaliste, je m'empresse de le préciser, qui est un proche du Front National, du Rassemblement National, et qui défend des idées extrêmement favorables, et notamment qui est dirigé aujourd'hui par Chard, une caricaturiste française, qui en fait est une femme, à ne pas confondre avec Charb, une plus connue, mais qui est mort, vous le savez, après, en janvier 2015, donc Charlie Hebdo. Et donc Chard, une de ces caricatures que je voulais vous montrer, montre une représentation de l'Europe avec beaucoup de population qui est mise avec une Europe figurée par une femme, une couronne, et on met dehors l'Europe par cette population qui pousse l'Europe, et qui la fait sortir dehors. Et à côté, en bas, vous avez deux figures, une qui symbolise l'ONU, l'autre qui symbolise l'Union européenne, et ils disent ce ne sont que des fantasmes. Alors, encore une fois, si je me permets d'en parler, je ne voudrais surtout pas être ironique sur ce sujet, parce que je pense que c'est un sujet extrêmement grave. Comme tout phénomène historique qui ne se veut pas scientifique, c'est très difficile de le déconstruire. Vous avez des démographes, par exemple François Héran, il y en a d'autres, de l'INED en particulier, des institutions reconnues, des institutions démographiques, qui s'efforcent de déconstruire cela et qui disent que ça ne tient pas, que l'immigration, on ne peut pas se projeter de manière aussi dramatique que cela. Il n'empêche que cette ce phénomène du grand remplacement, vous savez, s'est propagé. De la France, il est passé par exemple en Hongrie. Viktor Orban l'a beaucoup activé lors de toutes ces élections, et c'est une des raisons pour lesquelles ça marche très très bien. Ça, plus le fait de l'Europe chrétienne, donc ça permet de lutter contre l'islam et contre cette venue des migrants. Mais c'est aussi très répandu, y compris ça a joué un rôle lors des élections américaines, puisque Steve Bannon, vous le savez sans doute, qui est conseiller de Donald Trump, qui a été au départ conseiller de Donald Trump, l'a vraiment propagé, défendu, et c'est un grand défenseur de cette théorie. Donc, si je me permets d'insister un tout petit peu sur ce grand remplacement qui fait peur, c'est parce que, encore une fois, comme une toute peur,
dans un contexte de grande tension, voire opposition. Aujourd'hui, je ne voudrais pas être alarmiste, mais quand même, le mouvement des Gilets jaunes, vous voyez, ne diminue pas, au contraire. Enfin, il y a toute une forme de grande division dans la population qui exacerbe cela. Et je prends juste un exemple de réactivation du grand remplacement qui, jusqu'à un certain temps, était réservé à ces personnes issues de l'extrême droite. Donc on pouvait tirer un certain nombre de conclusions d'instrumentalisation politique. Mais plus récemment, vous avez peut-être vu qu'il y a une nouvelle polémique qui a surgi. Stephen Smith, qui est un journaliste, écrivain américain, qui parle remarquablement le français parce que je crois qu'il a fait ses études en France, a sorti un livre qui s'appelle « La ruée vers l'Europe », la jeune Afrique qui arrive en Europe, fait des projections démographiques à nouveau tout à fait alarmistes. Il dit par exemple, aujourd'hui vous savez il y a à peu près 1,2 milliard ou un peu plus en Afrique, il considère qu'en 2050 il y aura 5 milliards, et il parle, comme beaucoup d'autres, de bombes démographiques et de la pauvreté qui tôt ou tard arrivera. Alors ce sont des débats complexes. Je crois qu'on peut très franchement, facilement aller vers la peur. Et moi, tout le propos que je voudrais tenir ce soir, c'est de vous dire que, pour reprendre un bel exemple, je crois que la peur, c'est une passion triste. Et c'est tellement contraire, d'abord à toutes les valeurs chrétiennes, ça mais j'espère qu'on n'en avait pas non plus de doute. Mais je voudrais simplement vous dire comment, selon moi, on peut passer de la peur à la joie. Bien sûr, on peut rester dans la peur. Voilà. Il y a toutes les raisons d'y rester et de rester immobile parce que je crois que quand on a peur, on est pétrifié, sidéré et il n'y a aucune raison d'agir. Alors, quelques éléments juste pour dire comment on passe de la peur à la joie de la rencontre. Je vais essayer aussi d'être un peu concrète et de dire comment personnellement, en tout cas à travers JRS, qui est une formidable expérimentation, mais je sais que vous en avez déjà beaucoup d'expérience personnelle, on vérifie cela. De manière aussi très pragmatique, humble. Il ne s'agit pas encore une fois de vanter le fait que ça réussit ou ça marche. Ça marche, ça peut marcher, parfois ça échoue. Mais cette joie dont je vais essayer de vous parler, elle permet de traverser les échecs. Alors, je retiendrai 3 points. Premier lieu de passage, première voie, et je pense que c'est là, dans l'ordre chronologique même la plus souhaitable, c'est ce que j'appelle une ouverture de l'intelligence ou de l'esprit. Mais quand je dis cela, il ne s'agit pas d'être un intellectuel ou de se replonger dans des choses très complexes, encore que c'est complexe, et qu'on résiste à la complexité. Mais ce n'est pas de cela que je vais essayer d'aborder ce soir, c'est simplement de prendre en compte, de s'ouvrir au réel. Et sur ce sujet de la question migratoire, il y a toutes les raisons de s'aveugler ou de basculer dans ce que le pape appelle l'indifférence. Et quand je dis cela, et je dis toutes les raisons qui ne cessent de s'accentuer, pour une raison simple, c'est que si on parle de politique migratoire, française, européenne, je résiste un peu à ce terme parce que franchement c'est extrêmement bricolé, mais admettons, si on devait dire ce qu'est la politique migratoire européenne ou ce qu'elle tente d'être, on parlerait de mots un peu techniques, mais je vais tout de suite les expliquer, d'externalisation, de délocalisation, de sous-traitance et en gros d'invisibilisation, c'est-à-dire qu'on ne peut pas voir. On ne veut pas le savoir, et plus ça se passera loin de chez nous, mieux ça sera. Et donc nous, en France, nous avons toutes les raisons de dire « Tiens, finalement, ça se calme, donc la politique n'est pas si mauvaise ». Je vous donne quelques exemples. Externalisation, c'est-à-dire qu'on confie à d'autres, par exemple le Niger, par exemple même l'Algérie, le Maroc, une des images, je vous avais mis 2 images pour montrer à quel point il est indispensable de s'ouvrir au réel et à ce qu'une philosophe américaine appelle une vie invivable. Une vie invivable, on peut très facilement ne pas imaginer ce que c'est, ne pas même pas avoir le moindre soupçon de ce que c'est qu'une vie invivable. Et ça demande un tout petit peu d'effort, d'information, de voir parfois à travers les images. Et les 2 images que je vous avais choisies, c'est évidemment une image d'un canot
voilà, pneumatique qui se renverse en Méditerranée. Je n'ai aucune image épouvantable, hein. Je pense qu'il faut éviter le voyeurisme. Et j'allais dire, tout ce qui englobe, tout ce qui anime mon propos ce soir, c'est ni culpabilisation, ni dramatisation. Je pense que c'est les deux voies extrêmes qu'il faut absolument éviter. Ça ne sert à rien. La culpabilisation, je vois beaucoup de gens qui se sentent très culpabilisés. Je pense qu'il n'y a qu'un moteur, c'est la joie. En tout cas, c'est le moteur qui permet d'aller dans la durée. Donc les deux images que j'avais retenues, c'était donc une image, encore une fois, de traverser la Méditerranée. Vous savez qu'aujourd'hui, alors même qu'il y a 1000 personnes en moins par rapport à 2017, c'est-à-dire qu'actuellement, il y a 1000 morts en moins par rapport à l'année dernière, c'est-à-dire qu'il y a environ 2200 personnes qui sont mortes en Méditerranée. Mais il faut prendre en compte, c'est parce qu'il y a beaucoup moins d'arrivées. Aujourd'hui, pour l'année 2018, on est à un peu plus de 120 000 entrées sur le sol européen. Ce qui est rien. Rappelez-vous, 2015-2016, c'était plus d'1 million. Donc, en clair, ça semble marcher. Il n'arrive plus chez nous. Mais à quel prix? Et je dirais des prix effrayants, hein. Vous savez, pour des gens qui se défendent, je rappelle, hein, parce que ça a été passé aux oubliettes quand même, que le 10 décembre 2018, on a célébré les 70 ans de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Qui s'en souvient? Qui en a parlé? Qui sait ce que dit la Déclaration universelle des droits de l'homme? Et notamment la défense de la dignité de toute personne humaine. Donc la première, c'était ça, c'était de rappeler quand même qu'il y a des personnes qui ont des vies tellement invivables, et je vais vous dire tout de suite ce que c'est après qu'une vie invivable, selon Judith Butler. Et la deuxième image que je voulais vous montrer, c'était, parce qu'on en parle encore moins, tout le monde sait qu'il y a des morts en Méditerranée, que c'est un cimetière, c'est ces refoulements de personnes à partir notamment de l'Algérie, mais pas seulement, c'est-à-dire qu'on transporte les migrants et on les largue dans le désert. Et ce sont des demandeurs d'asile, hein, ce sont des Syriens, etc. Bon, c'était une image de ça, on en a reparlé dans la Croix il y a quelques jours. Alors, une vie invivable, s'ouvrir à une vie invivable, je vous avoue même, ça fait vraiment très longtemps que je travaille sur ces sujets, mais ce n'est qu'en lisant Judith Butler, un livre qui s'appelle « Qu'est-ce qu'une vie bonne ?» C'est une mauvaise traduction parce qu'en fait, le livre anglais dit « Qu'est-ce qu'une vie bonne dans une vie mauvaise ?» C'est pas la même chose, vous voyez. C'est comment garder une vie bonne, c'est le concept d'Aristote, hein, bon, dans une vie qui ne permet pas la vie bonne. Et elle dit une vie invivable, c'est une vie qui n'est pas digne de soins, qui n'a pas de valeur. Et en fait, elle fait toute une théorie, mais je vous avoue que ça m'ébranle beaucoup. Elle nomme ce qu'on appelle la biopolitique, c'est-à-dire qu'en fait, il y a des responsabilités quand même au plus haut niveau qui sont capables de décréter qui est digne de vivre ou pas. C'est même pas une question de défense de la dignité, c'est une question de droit de vivre. Et nous le savons, il y a des personnes qui sont expulsées de l'humanité, qui sont, Judith Butler parle de mort sociale, Hannah Arendt parlait de superflu, hein, ils sont expulsés de toute humanité. Et au fond, nous n'en avons même pas conscience. Nous n'en avons pas conscience. Voilà. Juste pour insister un peu sur ce que sont ces vies invivables, je voudrais donner 2 exemples. Ce sont aussi principalement, et on en a encore moins conscience parce qu'ils sont encore plus invisibles, les femmes et les enfants, ce qu'on appelle les femmes et les mineurs non accompagnés, MNA. Alors les femmes, bon, si vous avez le temps, allez voir cette exposition Jeu de paume, hein, de politiques invisibles. C'est une exposition de Dorothea Lange, avec cette fameuse femme de mère migrante. Vous savez, tapez Migrant Mother et vous verrez, c'est une remarquable femme magnifique, en 1936, hein, pendant la grande crise américaine. Mais hier, c'était le cas. Mais aujourd'hui, je crois que nous n'avons absolument pas conscience à quel point les femmes souffrent, mais d'une tragédie. C'est parce que le seuil de vulnérabilité, y compris en France, a tellement reculé, c'est-à-dire qu'il y a une telle régression sociale qu'aujourd'hui, une femme, même avec un bébé, peut se retrouver à la rue. On le sait en Seine-Saint-Denis. Ces femmes se cachent, ces femmes n'ont pas de lieu pour se loger, et les plus vulnérables sont à la merci, donc,
inutile de vous dire, des prédateurs dans la... Bon, c'est également le cas des mineurs non accompagnés, j'y reviendrai, si vous le souhaitez. Je dis un mot sur Moria, mais Maurice le dirait tellement mieux que moi, parce qu'il y a une expression choc, vous voyez, je pense que quand on veut s'ouvrir à une vie invivable, il faut avoir des expressions qui vous secouent, parce que je crois qu'on le veuille ou non, nous sommes un peu anesthésiés, et c'est l'expression que le pape a employée en 2016, c'est pas une expression de lui, parce que je crois qu'elle est là, de l'Hieronymus, enfin l'archevêque, je crois, orthodoxe, et c'est l'expression banqueroute de l'humanité. Banqueroute de l'humanité. Comment est-il possible qu'on en arrive là? Moi, je vous avoue que je me dis, mais quel monde nous laissons à nos enfants? Alors bien sûr, nous avons le poids pour l'écologie, mais comment est-ce possible que et vraiment sur l'île de Moria, si vous le souhaitez, j'ai encore regardé des reportages, des chiffres, mais c'est terrifiant. C'est terrifiant de condamner des personnes, mais au suicide, ou en tout cas à la folie, au désespoir. Je trouve que c'est terrifiant. Peut-être une autre information sur cette vie invivable, quelque chose que l'on n'imagine pas, et qu'à JRS France, on en a pris conscience, et sur lequel Julie Butler a mis des mots, c'est ce qu'elle appelle les sans-deuil. Vous voyez, non seulement il y a des vies qui sont condamnées, qui n'ont pas le droit à la vie, à qui on dénie le droit d'exister, mais ces mêmes personnes savent que lorsqu'elles mourront, personne ne les pleurera. Et elle utilise vraiment des expressions très très fortes. Hein. C'est des vies, non seulement qui sont condamnées, mais qui sont condamnées à ne pas être pleurées. Alors, juste peut-être pour ne pas terminer sur ces vies invivables de manière trop vous le dites mémoire parce que je pense que je ne suis pas sur le bon slide. Julie Butler dit qu'il y a concrètement des choses à faire. Et ce qu'elle nomme comme pistes, et je trouve que c'est des pistes tellement simples et tellement à notre portée que c'en est réjouissant. La première chose, c'est de nommer par leur nom les personnes, les exilés, les personnes que nous rencontrons et qui ont traversé cela, ou qui ont moins traversé cela, peu importe, mais qui ont tout quitté. Les appeler par leur nom, les écouter leur récit. Elle dit aussi que si on ne se reconnaît pas soi-même comme vulnérable, on ne peut pas accéder à ces vies invivables. Vous voyez, ça suppose de se reconnaître vulnérable, et elle va plus loin, et je crois que ça nous concerne particulièrement, nous, occidentaux, tellement épris de rationalité. Elle dit qu'avant d'être un corps ou un être de langage, avant d'être un être de langage, vous savez, dans la philosophie, on parle de zoologikon, c'est-à-dire un animal parlant, nous devons nous rappeler que nous sommes des corps, et des corps vulnérables, des corps exposés, fragiles, et qu'en fait, ces personnes, on le sait par des études, hein, il y a un très beau livre, La voix de ceux qui crient, de Marie-Caroline Saglio, qui consulte comme psychologue à l'hôpital d'Avicenne. On sait que ce sont des corps tellement traumatisés qui n'ont pas forcément les mots, qui n'ont plus forcément les mots. C'est tout le problème d'ailleurs des récits à l'OFPRA. Parce qu'ils n'ont pas la force, parfois ce sont des passeurs qui mettent cela en mots, et ce sont des récits stéréotypés qui se font retoquer, alors même que ces personnes auraient pu, tout à fait, avec leur propre récit, s'ils avaient pu mettre des mots dessus. Alors j'en viens à ma deuxième proposition, donc ouverture dans un premier temps de l'intelligence ou de l'esprit au réel, à l'extérieur, mais il y a un deuxième temps, peut-être un tout petit peu plus délicat, mais que je crois tout aussi important, qui est une ouverture du cœur. C'est-à-dire qu'en fait, ce que je vise par là, c'est quelque chose de l'ordre d'une conversion intérieure. Et je m'appuie aussi sur ce point sur une autre philosophe. Alors pardon, ce sont trois femmes sur lesquelles je m'appuie, trois femmes philosophes, trois femmes américaines. Ouh là là, un manque de diversité. N'y voyez absolument aucune malice. Hein. J'aurais pu citer des hommes, mais il se trouve que pour ce travail-là, ce sont des femmes que j'ai rencontrées et qui m'ont paru extrêmement pertinentes. Et donc là, je m'appuie sur une philosophe qui s'appelle Martha Nussbaum et qui a écrit un très beau livre qui s'appelle donc Les émotions
démocratique voilà, pour former un citoyen du XXIe siècle. Ce qu'elle dit, qui est extrêmement passionnant, ce sont quelques pages, c'est qu'elle va répondre au fameux choc des civilisations de Samuel Huntington. Vous avez peut-être entendu parler de cet ouvrage, 1996, quelques années avant le 11 septembre 2001. Vous savez, ce grand choc qui est posé, il faudrait prendre le temps de nuancer ces positions, parce que c'est beaucoup plus nuancé qu'on ne le relate en général. Mais toujours est-il que la crainte, c'est la guerre. Oui, c'est la guerre entre des grandes civilisations, l'Amérique en étant une, et l'islam en étant une autre, la Chine, l'Inde en étant d'autres. Il y en a 8. Ce que dit Martha Nussbaum, que je trouve absolument très pertinent, et elle le dit de l'intérieur de ce que Samuel Huntington appelle l'état phare, parce qu'elle dit que chaque civilisation se doit, enfin en général, est représentée par un état phare. Par exemple, la civilisation occidentale, c'est plus que l'Amérique, la civilisation occidentale est représentée par l'Amérique, les États-Unis. Et elle dit que c'est une erreur, que c'est trop facile, vous voyez, de penser qu'on va résoudre la question du mal, de ce que l'Amérique appelle l'axe du mal, en supprimant les méchants. Ça ne marche pas. Et que la seule manière de répondre à cela, c'est cette conversion intérieure. Elle s'appuie sur Gandhi et elle dit, c'est en fait soi-même, c'est en soi-même. Elle parle d'ailleurs de choc intérieur. Elle dit que c'est en soi-même qu'on doit trouver cette force de s'armer de paix, de patience, de surmonter nos peurs, et c'est un travail sur soi-même. Bon, bien sûr, il y a d'autres richesses chez Martha Nussbaum, notamment cette notion de capacité qui, personnellement, enfin en tout cas même à titre collectif, nous aide beaucoup à JRS. Les capacités, je vous redis juste un petit mot, ça vient donc d'un Indien d'ailleurs, Amartya Sen, qui met en lumière qu'au fond, il y a des potentialités effectives, que toute personne a des potentialités effectives, mais que pour accéder même à des possibilités vitales du style se soigner, aller à l'école, des choses tout à fait vitales, eh bien il faut mettre en capacité. Et qu'au fond, la première chose qui importe, c'est de donner accès à ces capacités, à ces potentialités qui sommeillent et pour lesquelles on n'a pas nécessairement accès. C'est-à-dire qu'un homme qui n'a pas accès à l'éducation, qui n'a pas accès au logement, qui n'a pas accès aux soins et à la nourriture, eh bien, on ne peut pas lui demander plus. Donc c'est la première des choses. Pour illustrer ça et pour montrer à quel point nous sommes convaincus que c'est par ce que nous appelons dans un jargon, et on évite ce terme, mais on appelle ça l'interculturalité, je préfère parler de culture partagée, mais pour vous expliquer à quel point nous misons sur la culture, au sens, encore une fois, d'une réciprocité de reconnaissance de valeur, une réciprocité de reconnaissance de tous les talents de la personne. Nous, par exemple, nous mettons en œuvre, il y a une soirée poésie, il y a une soirée théâtre, et régulièrement, en dehors des écoles de français, on donne la possibilité à chaque personne, chaque exilé, de dire dans la langue de son pays, d'apprendre c'est Jean-Pierre Lemaire d'ailleurs, un grand poète français, qui vient et qui les aide à mettre des mots, voyez. Et ces soirées poésie sont absolument exceptionnelles de puissance et je pense d'épanouissement pour les personnes. Juste une petite illustration aussi, dans le cadre, vous savez que nous avons plusieurs programmes, un programme connu qui est le programme JRS Welcome, sur lequel je reviendrai si cela vous intéresse, mais un autre programme très important aussi qui se développe, qui s'appelle JRS Jeunes, qui consiste à mutualiser, partager des expériences de food, de yoga, de cuisine, échanger. Et il y a une expérience tout à fait remarquable, qui est régulière depuis plusieurs années, mais qu'on appelle le café débat. Café un peu philosophique, si vous voulez. En octobre dernier, 2018, il y a eu un café débat sur un thème très précis, qui est se mettre dans la peau de... Les réfugiés et les Français se mettaient tour à tour dans la peau des réfugiés, puis dans la peau des Français. Et c'est quelque chose d'extraordinaire. Bon, j'avais quelques images ou quelques témoignages, vous voyez, pour montrer à quel point, c'est
témoignages de réfugiés, qui disaient à quel point ils avaient été impressionnés. D'abord, vous seriez vous-même impressionné de voir combien les réfugiés prennent en compte les peurs et comprennent les peurs des Français. Souvent, ils sont eux-mêmes critiques par rapport aux abus, etc. Donc, et essayent même, vous voyez, on leur disait, et si vous étiez le gouvernement, qu'est-ce que vous feriez? Mais je vous assure, le gouvernement, à mon avis, aurait quelques éléments intéressants à trouver là. Voilà, comme illustration et je vais vite terminer, comme illustration, je vous invite, j'avais un petit extrait musical à vous faire passer ce soir, mais c'est raté, mais vous allez pouvoir l'écouter quand vous rentrerez chez vous. C'est un extrait de rap, enfin c'est une musique de rap. Je suis désolée, hein, je vous propose du rap, c'est pas mon genre pourtant de musique, mais bon, j'ai un dernier fils qui m'a convaincu que c'était une belle musique, et là, je me suis laissée convaincre. Vous ne connaissez peut-être pas, mais vos enfants sûrement connaissent Big Flo et Oli. Big Flo et Oli, deux frères, père argentin, mère française d'origine algérienne, grand-mère musulmane, vous voyez, famille, fils d'immigration. Deux talents absolument éblouissants. Ils viennent d'écrire un disque qui s'appelle Une vie de rêve. Et dans cette vie de rêve, il y a un titre qui s'appelle Rentrez chez vous. Et vraiment, s'il n'y a qu'une chose à retenir de ma part ce soir, écoutez, rentrez chez vous. Ça commence par ça y est, ils ont fait sauter la Tour Eiffel. Et ça, 6 minutes de très belle musique. Au milieu, vous avez, c'était cet extrait que je voulais vous faire écouter, 1 minute où Big Flo, le frère, c'est deux frères, hein. Big Flo c'est Florian, Oli c'est Olivio. Big Flo prend un bateau, le passeur lui dit tu dois choisir entre la petite fille qu'il a rencontrée et ton sac. Il garde la petite fille et il raconte le naufrage du bateau et puis sa mort. Bon, voilà. Et Oli arrive lui probablement en Algérie, au Maroc, et on entend l'accueil des Français et le fait qu'ils sont trop nombreux, qu'il faut qu'ils rentrent chez eux. Donc vous voyez, c'est exactement ce que nous vivons en inverse. Et moi je crois que c'est possible. Nous peut-être pas, mais nos enfants. Je termine très très vite. Vous voyez, ça marche, c'est bizarre. Dernier point. Mettez le micro dessus. Si, vous croyez? Mettez le micro dessus. Et ils ont fait sauter la Tour Eiffel. Mais j'ai les contacts d'un passeur, une plage et 1 heure, plus de 30 entassés, bien sûr, on ne voyage pas seul. Il me dit, choisis la fille ou ton sac pour jeter du lest. Puis je vide mes poches et lui donne tout ce qu'il me reste. Nous voilà partis, acteurs d'une drôle de fable, à la conquête du paradis sur un bateau gonflable, on navigue loin d'ici. Et plus les vagues s'agrandissent, plus notre espoir rétrécit. Et ça tangue, certains tombent dans le ventre de la bête. Nous voilà en pleine tempête, en 1 seconde, la fille m'échappe et plonge. J'entends ses cris emportés par la mer qui gronde. La pluie, le sel et les larmes se mélangent. Une femme s'agrippe par mes hanches et m'entraîne dans la danse. Le bateau se retourne, on se colle et on coule. On s'appelle à l'aise, perdu dans la houle. Il y a pas longtemps, j'étais avec mes amis. On allait de bar en bar pendant toute la nuit. Mes poumons se remplissent d'eau et mes yeux se ferment. Mon âme éteint sa lanterne. Les hommes sont capables de merveilles et des pires folies. Je n'aurai plus jamais de nouvelles Dolly. Oui, c'est assez fort. Si vous lisez d'ailleurs les commentaires hein, sur les jeunes sont impressionnants. Moi, j'aime beaucoup lire les forums. Et là, les Français réagissent en disant mais c'est une claque, c'est un coup de poing. On n'avait pas compris que c'est ça qu'ils vivaient. Vous voyez ? Et moi, je pense que c'est par cette imagination, une forme d'imagination morale, qu'on peut se mettre à la place de l'autre. Voilà, je termine juste rapidement, hein, très rapidement par Arendt. Je pense que la puissance d'Arendt, c'est de nous dire que nous pouvons agir. Vous savez, je crois que les populismes se nourrissent de l'impuissance des gouvernements, de l'impuissance face à cette question migratoire. Et ce que dit Arendt, je trouve, est très fort, c'est qu'elle dit
que notre pouvoir d'agir, il se situe exactement entre l'impuissance et la toute-puissance. Nous ne sommes pas tout-puissants puisqu'il faut partager la terre. Il n'y a pas de souveraineté possible. Et voilà, je dis juste un extrait. Ce qui sape et finit par tuer les communautés politiques, c'est la perte de puissance et l'impuissance finale. Voilà. Donc, pour poursuivre Arendt, elle reconnaît que nous sommes vulnérables, la condition humaine est vulnérable, mais que nous sommes capables de commencer. Et elle dit ceci: même quand la vie politique s'est pétrifiée et que l'action politique est impuissante à interrompre les processus automatiques, la faculté de liberté elle-même, la pure capacité de commencer, reste à l'état de veille et d'ordinaire demeure intacte. Ça, c'est vraiment la conviction que j'ai encore plus quand on vit un peu à GRS, c'est que cette capacité de commencer à plusieurs, elle est formidablement décuplée, démultipliée. La joie, un mot sur la joie, et je m'arrête, c'est d'abord une conviction. La joie de l'hospitalité citoyenne suppose de refuser de devenir des dragons. Ça, c'est aussi une expression d'Arendt. Elle dit: si nous devenons dragons nous-mêmes, peu importe lequel des deux monstres survivra finalement, la lutte aura perdu de son sens. Je crois que la tentation aujourd'hui est grande de devenir un dragon, de répondre au terrorisme par le terrorisme, de répondre à la violence par la violence. Et je pense que garder le sens, c'est-à-dire le désir de valeur et le sens, est essentiel. Eh bien, j'ai fini. Voilà, mais bonsoir à vous. Puis merci beaucoup pour cette invitation. Voilà, moi je vais parler à peu près sur le même sujet, mais à partir des personnes marquées par la grande pauvreté. J'ai intitulé mon intervention « Refaire société à partir des plus vulnérables ». Et je vais m'appuyer au cours de cette intervention sur ce qui peut arriver dans la rencontre et le chemin fait avec des personnes marquées par de grandes précarités. Je pense ici tout spécialement à ceux qui sont aux prises avec, on pourrait dire, plus que la pauvreté, mais la misère, avec tout le cortège de dettes, de violences, de séparation, de maltraitance, d'addiction, de déchéance qu'elle entraîne. Je crois qu'on peut parler d'hospitalité à l'égard de ces personnes, dans la mesure où, tout en étant tout près de chez nous, souvent, tout en parlant la même langue que nous, et souvent étant nées ici, elles portent à nos yeux une étrangèreté radicale. On pourrait presque dire que, tout en étant ici, avec nous et chez nous, elles ne relèvent pas de notre monde. Je ne sais pas si vous avez vu le documentaire de Klaus Drexel, qui s'intitule « Au bord du monde », et je trouve que ça dit très bien ça. C'est un documentaire sur les sans-abri à Paris. Les sans-abri qu'il a filmés vivent au bord du monde. Et on pourrait comprendre cette expression soit au sens où ils sont à deux doigts de basculer hors de notre monde, autrement dit de mourir. Et vous savez que l'espérance de vie d'une personne à la rue est de 49 ans. C'est 30 ans de moins que la moyenne française. Mais on pourrait comprendre aussi au bord du monde au sens où ils sont à la fois dans ce monde et hors de notre monde. Et cette distance est d'autant plus marquante que pour la plupart, ils sont d'ici, sans qu'il y ait eu, à un moment donné, de frontières politiques qui nous aient séparés. Et alors, on ne peut éviter la question, d'où vient ce sentiment d'étrangèreté ? Les personnes marquées par la misère, en fait, sont inquiétantes. Et on cherche en général à les éviter. D'abord parce que souvent, leur contact n'est pas facile. Et puis aussi, peut-être parce que leur seule présence semble d'un coup révéler la fragilité de tout ce que nous construisons. La faiblesse de ce monde qui ne peut pas leur faire de place. Mais lorsque la rencontre peut avoir lieu, alors que se passe-t-il ? Eh bien, voilà ce dont je vais parler dans cette intervention. Dans un premier temps,
je reviendrai sur ce qui rend la relation avec ces personnes pas facile. Et puis je proposerai de regarder le type de relation qu'on peut nouer avec elles comme une école de fraternité. Et puis enfin, j'essaierai d'aborder la dimension politique que pose la présence de personnes très pauvres dans notre société. Non pas pour chercher des mesures pour lutter contre la pauvreté, mais pour se demander qu'est-ce qui est découvert, et pour se demander comment ce qui se découvre dans les rencontres de ces personnes-là peut avoir une pertinence dans l'espace public. Voilà, ça va ? Donc j'ai intitulé ma première partie « Pauvreté, étrangèreté ». Dans mon introduction, j'ai mentionné, à cause du film de Klaus Drexel, les personnes sans domicile fixe. Mais je pense que vous savez que la grande pauvreté a de multiples visages. Et souvent, quand on parle de grande pauvreté, on pense tout de suite à ceux qu'on appelle les SDF. Mais il y a en France plusieurs millions de personnes pauvres. 8% de la population française vit avec un revenu de moins de 850 € par mois. 8%, ça fait 5 millions de personnes. Et 2,5 millions de personnes vivent avec moins de 680 € par mois. Ça fait beaucoup plus que les 150 000 personnes sans domicile fixe en France. Voilà. Donc la pauvreté, c'est aussi des familles, souvent des familles monoparentales, mais pas non plus exclusivement. C'est aussi des travailleurs précaires, des urbains, mais aussi des ruraux. Voilà, il y a beaucoup de visages à la pauvreté, à la grande pauvreté, auxquels on ne pense pas forcément tout de suite. Alors ces gens qui vivent dans la grande pauvreté vivent aussi dans l'insécurité. Lorsque les précarités notamment s'accumulent, les précarités dans le travail, dans le logement, dans la santé, dans les liens familiaux, eh bien on entre dans une vie au jour le jour, qui empêche tout projet et qui bouche l'horizon, parce que toute l'énergie est mobilisée par la survie pour aujourd'hui. Voilà. C'est une vie qui ressemble plus à une survie qu'à autre chose, et qui place, vous le voyez, dans une autre temporalité que la nôtre, aussi on peut dire dans un autre rapport à la loi, parce que face à l'urgence de la survie, il y a beaucoup de règles qui paraissent finalement assez dérisoires. Voilà. Et du coup, ça place dans d'autres logiques, on peut dire, dans d'autres... voilà. C'est sans doute un peu tout cela qui fait que les pauvres sont des gens qu'on évite. Car on a l'impression que si on commence à entrer en rapport avec eux, on va avoir affaire à une avalanche de demandes impossibles à assouvir. Autrement dit, nous avons peur d'être entièrement mangés par eux. Que notre temps, notre énergie, notre argent, bref, que tout y passe. Pour des résultats, en plus, tout à fait incertains. Voilà. Et voilà sans doute ce qui crée le vide autour des pauvres. Et ce vide, il le ressent de manière très douloureuse. Bien plus douloureuse encore que les difficultés de type économique ou matériel. Voilà, c'est la blessure extrêmement profonde de ne plus être regardé comme un membre de la famille, on peut dire, voilà, un membre de la famille humaine. Et ça, c'est extrêmement douloureux. Et c'est vrai que les personnes marquées par la misère peuvent être, à nos yeux, très déroutantes. Elles peuvent avoir des réactions qu'on trouvera même choquantes, notamment lorsqu'elles ne saisissent pas les perches qu'on leur tend. Joseph Resinski, le fondateur d'ATD Quart Monde, dans son livre qui s'intitule « Les pauvres sont l'Église », donne un exemple qui doit correspondre à beaucoup de situations qu'il a dû rencontrer. Je vous lis cet extrait. Prenez l'exemple d'une famille logée dans des conditions parfaitement innommables, dans une cabane, un garage, un camion. Quelqu'un va vouloir la tirer de là, faire des efforts pour lui trouver un logement. Il va jusqu'à se compromettre face à ses amis. Il donne personnellement des garanties. Et puis, au moment d'atteindre le but, la famille refuse de bouger. C'est tout juste si elle ne vous insulte pas, vous affirmant qu'elle n'avait rien demandé. Ou alors elle s'enfuit, sans même vous avertir. L'homme de bonne volonté reste là, un logement sur les bras, son prestige compromis, et tout le monde lui dit « On vous avait bien averti ». La famille, elle, avait ses raisons. Elle n'avait jamais eu un tel habitat. Elle voyait confusément venir de nouvelles difficultés,
le loyer à payer, l'environnement nouveau dont les yeux seraient fixés sur elle, les affrontements inévitables avec le concierge, la perte de quelques amitiés anciennes, la rupture des canaux d'assistance. Voilà. Voilà donc comment une personne qui est de très bonne volonté peut se trouver totalement désarçonnée par les réactions de personnes en grande pauvreté. Et Joseph Wresinski, dans l'extrait que je viens de vous lire, donne toute une série d'éléments qui permettent de comprendre ce qui a pu se passer dans la tête des personnes concernées, et notamment des personnes très pauvres. Mais quand on n'a pas accès à ces raisons, on pense tout naturellement, soit de leur part à de la mauvaise volonté, soit à une sorte d'irrationalité profonde qui s'apparenterait presque à de la folie. Dans tous les cas, la conclusion risque d'être « ils ne font même pas le minimum en leur pouvoir pour s'en sortir ». Et après tout, ça veut dire que ce qu'ils ont, c'est qu'ils le méritent. Voilà. La question est encore plus difficile lorsque, accompagnant des personnes dans la durée, on a parfois l'impression chez elles d'une oscillation entre un désir de vivre et une tendance à consentir à l'échec, voire même à le précipiter. Voilà ce que partage une bénévole d'une colocation solidaire, qui avait confié auparavant comment, malgré la distance énorme qui subsiste avec les personnes qui viennent de la rue, elle faisait le constat d'une vraie amitié. Mais voilà ce qu'elle dit en même temps. Une expérience compliquée, c'est quand on est face à des gens qui travaillent contre eux-mêmes avec une persistance qui est parfois décourageante. Voilà. Ça, c'est vraiment très dur. De voir des gens qui avancent, qui reculent, qui avancent, qui reculent. C'est vrai que ça nous ébranle sur notre tolérance à la liberté qu'a l'autre de se détruire. Il y a une part de liberté et je ne sais pas dans quelle mesure on doit vouloir tout le temps contre l'autre. C'est très compliqué. Ça pose de vraies questions. Voilà ce que dit Pascal, qui est bénévole à Valgiros. Donc un lieu où vivent sous le même toit des personnes qui viennent de la rue, des personnes comme vous et moi. Voilà. Je signale cet aspect simplement pour dire que malgré toute l'énergie dépensée, ceux qui engagent quelque chose de leur vie avec des personnes marquées par la misère sont souvent ramenés à ce genre de questions. Et nous pouvons alors avoir l'impression que les manières de réagir des personnes très pauvres sont vraiment impossibles à comprendre, notamment lorsque cela aboutit à leur propre destruction. Mais à partir de là, vous voyez la question que ça pose. Que faire ? Est-ce que finalement il faut retirer l'échelle en disant « on a tout essayé, mais avec lui ou elle, c'est impossible, il n'y a rien à faire » ? Ou bien, est-ce qu'on va se dire « c'est vrai, j'y comprends rien, mais je reste là, auprès de lui ou d'elle, sans rien comprendre, mais parce que je sens que si j'abandonne, si je l'abandonne, ce n'est pas juste. Et même, il y a quelque chose de grave là-dedans. » Voilà, on pourrait dire, deux termes d'une alternative. Et je pense que vous percevez qu'à travers ces alternatives, il y a deux logiques différentes. Deux manières, en fait, de penser la relation. D'un côté, c'est le premier élément de l'alternative, finalement, on cherche à obtenir un résultat. Et c'est cela qui prime. À telle enseigne que si le résultat est nul, eh bien, finalement, on renonce à la relation. L'autre alternative. Dans l'autre alternative, ce qui prime, finalement, c'est la relation. C'est la présence à l'autre. Et même si l'autre ne bouge pas, évidemment, on a tous très envie que sa situation s'améliore et on se bat pour ça. Mais même s'il ne bouge pas, et même s'il s'enfonce de plus en plus dans la misère, je reste là parce que je sens que l'abandonner n'est pas juste. Ce qui se passe alors, c'est que nous sommes en train de mettre au premier plan une logique relationnelle qui n'est pas soucieuse avant tout de résultats, qui ne calcule pas en fonction des résultats, mais qui a comme leitmotiv, on pourrait dire, un simple « parce que c'est toi ».
C'est une relation qui n'a pas d'autre parce que celui-là. Parce que c'est toi. Voilà. À partir de là, j'entre dans la deuxième partie de mon exposé que j'avais intitulé « Approcher l'événement vivifiant de la vie sociale ». En fait, la relation « parce que c'est toi » est la seule relation que les personnes marquées par la misère acceptent. Elles détectent très vite des relations qui ont une autre visée, une visée notamment de réussite sur elles. Et ça, en général, elles les fuient. C'est pourquoi elles se révèlent de redoutables éducatrices pour nous aider à redécouvrir, à remettre au premier plan cette composante de la relation, le parce que c'est toi, qui est en fait la composante vivifiante de nos relations. Cette composante de la relation, ce parce que c'est toi, qui dans la tradition biblique, entre parenthèses, évoque l'alliance, parce que s'il y a une relation parce que c'est toi, dans la Bible, c'est vraiment celle-là, la relation d'alliance que Dieu tisse avec son peuple. Eh bien, cette composante de la relation doit être associée pour marcher, entre guillemets, à d'autres éléments. Elle ne subsiste pas à l'état pur. Et de fait, elle n'est pas incompatible, par exemple, avec la formulation de contrats, qui, eux, pourront être rompus en cas de non-respect. De même que l'alliance biblique s'accompagne de la loi. Tout l'art des éducateurs, par exemple, est de jongler entre le « parce que c'est toi », avec sa dimension inconditionnelle et qui va demeurer toujours le socle de la relation, avec d'autres éléments, notamment des petits contrats qui permettront de mesurer des progrès ou des régressions qu'on fera. Je pense qu'en tant que parents, vous avez tous vécu des choses comme ça, avec vos enfants. Voilà. Mais évidemment, dans tout ça, c'est le « parce que c'est toi » qui est l'élément fondamental. Du moins, si on veut rester dans une relation qui nous met en genèse. De même, le « parce que c'est toi » ne signifie pas qu'on se laisse envahir par l'autre. Et il doit s'accompagner d'une manière de trouver une juste distance. Sans cette distance, d'ailleurs, chacun perd sa liberté. Mais le « parce que c'est toi » exprime qu'on tient à l'autre par-delà toutes les vicissitudes qui peuvent affecter la relation. Alors, que peut-il naître de ce type de lien, dans lesquels on cherche à mettre au premier plan le « parce que c'est toi ». J'ai interrogé des personnes qui étaient engagées dans des colocations solidaires. Donc Velgiros, vous avez déjà entendu un extrait tout à l'heure, et puis des personnes qui étaient bénévoles à l'APA, l'Association pour l'amitié. Ce sont des formes d'engagement qui se sont beaucoup développées ces dernières années. Ces bénévoles, qui sont en général des jeunes professionnels, vivent 1 an ou plus avec des personnes qui auparavant étaient à la rue. Et ils en parlent comme d'une expérience heureuse, à cause notamment d'un climat de bienveillance qui permet de traverser les difficultés de la relation. Derrière ce climat de bienveillance, il y a sans doute le fait que le « parce que c'est toi » est rappelé et remis du coup au premier plan. Ça provoque ce climat de bienveillance. Beaucoup parlent aussi, quand ils racontent leur expérience, de la découverte assez rapide en général, qu'ils ne vont pas pouvoir en fait aider ceux avec qui ils vivent. Ce qui était au départ souvent ce qu'ils imaginaient. Ils sont conduits très vite à renoncer à guérir l'autre. Voilà une relation qui serait, encore une fois, du côté de la recherche d'un résultat. Au profit d'une attitude où l'on se tient près de lui, comme pour lui dire qu'on attend, qu'on espère quelque chose de lui, mais sans rien forcer. Vous voyez, une posture qui appelle l'autre d'une certaine manière, mais sans l'obliger à aucun résultat. C'est simplement une manière de dire « on n'a pas encore tout vu de toi ». Et tu restes en genèse, finalement. Voilà. Et ça va pas se dire avec des mots comme ça va passer par des attitudes qui sont souvent extrêmement subtiles. Voilà. Et c'est peut-être ça qui donne lieu à des ambiances marquées par cette bienveillance, qui fait signe à l'autre qu'il n'a pas tout révélé encore de ce qui est beau en lui. Et ces ambiances, certains bénévoles en ont parlé comme d'une expérience de liberté, au sens où on n'en a pas besoin de mettre trop de masques les uns vis-à-vis des autres. Chacun peut apprendre à être lui-même, disait par exemple un bénévole.
La plupart évoquent aussi l'amitié, une vraie amitié, alors même qu'ils gardent conscience qu'un abîme les sépare des autres personnes. Mais accueillir et être accueilli par des personnes qui ont connu la grande précarité permet aussi d'autres découvertes. Je cite ici un bénévole qui s'appelle François. On peut se rendre compte qu'on a des fermetures et qu'on n'est pas prêt à ouvrir, qu'on n'est pas prêt à tout donner, à tout sacrifier. Si on est dans le détachement complet, c'est génial. Au fur et à mesure qu'on voit des choses arriver, on les offre. Mais bon, c'est facile à dire. Admettre qu'en soi, on a des fermetures, plus que des fragilités, car ça dépend des gens. C'est peut-être ce qu'il y a de plus difficile. Certains considèrent que s'ils se protègent, ils ne vont pas tout donner, et donc que ce sera faux. Et là, nous, on explique clairement que se respecter soi-même et se protéger, c'est aussi avoir un rapport sain à l'autre. Vous voyez, François, avec beaucoup de finesse, distingue entre fragilité, ce qu'il appelle des fragilités et des fermetures. Je comprends ce qu'il dit au sens où les fragilités sont pour nous comme des traits de tempérament. Elles viennent de notre histoire et on n'y peut finalement pas grand-chose. Les fermetures, en revanche, sont davantage liées à notre liberté. Je devrais donc pouvoir plus facilement, en principe, lutter contre ces fermetures, alors que j'ai beaucoup moins de prise sur mes fragilités. Or, François reconnaît qu'il n'est pas facile non plus de lever les fermetures. Et vivre avec d'autres peut m'amener à reconnaître que je reste, bien malgré moi, largement en deçà de l'idéal éthique que je pensais pouvoir vivre. Mais quand cela advient dans un climat de bienveillance, on peut admettre lucidement et tranquillement que l'on reste fermé et que l'on ne peut pas passer par-dessus ça en forçant quoi que ce soit. Autrement dit, ce qui se passe là, c'est que l'accueil des autres me permet de m'accueillir moi-même, ou plutôt d'accueillir en moi ce qui reste fermé et que je n'ai en général pas du tout envie de reconnaître. On pourrait dire l'hospitalité de l'autre me permet d'accepter ma propre inhospitalité et d'être finalement hospitalier vis-à-vis de ma propre inhospitalité. On voit à partir de là comment l'hospitalité peut jouer dans les deux sens. Et je dois ajouter que pour les bénévoles que j'ai interrogés, elle a joué avant tout dans le sens où eux se sont sentis accueillis dans ces maisons, où la tonalité de fond est donnée par la présence de ces personnes qui sont passées par la grande pauvreté. Voilà. Alors maintenant, dernière question que je vous propose d'aborder, c'est, on pourrait dire, c'est bien gentil tout ça, mais est-ce que ça vaut avant tout dans le champ des relations interpersonnelles? Est-ce qu'à partir de là, on peut réfléchir aussi à une échelle beaucoup plus vaste, à l'échelle de l'espace public? Ce tissu de relations qui met au premier plan le « parce que c'est toi » est-il condamné à demeurer dans la sphère des relations interpersonnelles? Ou bien peut-il donner lieu à des formes instituées? Peut-il donner lieu à des politiques même? D'un côté, on pourra remarquer que entrer dans une relation de type « parce que c'est toi » relève de la liberté et de l'engagement d'acteurs. Ça ne peut en aucun cas venir purement et simplement des normes qui régulent la vie ensemble. Autrement dit, on ne doit pas rêver de formes instituées qui, d'elles-mêmes, généreraient ce type d'ambiance dans lesquelles tous se sentent invités à apporter leur contribution. On peut ajouter aussi que la limite des relations « parce que c'est toi », c'est de ne pas pouvoir se déployer, que dans le particulier. Or, dès qu'on entre dans l'espace public, on doit s'affranchir du particulier, à moins d'instituer des liens de dépendance, ce qui serait très problématique. Dans l'espace public, il faut que le droit prenne le relais de l'engagement personnel. Voilà ce qui plaiderait pour dire que ça n'a pas beaucoup de pertinence. La relation « parce que c'est toi », finalement, n'aurait pas beaucoup de pertinence dans l'espace public. Mais dans l'autre sens, on pourra faire remarquer que pour en parler de cette relation, j'ai fait référence à des institutions, des petites institutions, des colocations solidaires.
Ça semble donc au moins indiquer qu'il n'y a pas d'incompatibilité absolue entre le développement et, disons, le déploiement d'une relation parce que c'est toi, et le fait que des choses soient instituées, que ça joue dans un cadre institué. Et de fait, on pourra dire que pour que le désir d'un engagement de type parce que c'est toi puisse se déployer, il faut qu'il se sente appelé et légitimé par des constructions sociales qui vont en montrer la possibilité et l'intérêt. Et il me semble que cela passe, par exemple, par une manière pour une institution de s'adresser ou pas à ceux qui la fréquentent. S'adresser à, c'est-à-dire faire entendre à ceux qui la fréquentent qu'ils sont attendus comme acteurs, capables de réponse, et pas seulement comme des bénéficiaires passifs. Et à travers cette adresse, il y a quelque chose d'un « parce que c'est toi » qui s'exprime, même si ce n'est pas sur le même mode tout à fait que dans la relation interpersonnelle. Une école, par exemple, une institution éducative, pourra faire entendre à ses élèves ou ses étudiants ce type d'appel. Soit on organise les choses sur le mode « on s'occupe de tout », soit on va chercher à faire entendre quelque chose comme « nous avons besoin de vous pour que cet établissement vive ». Alors, vous le voyez, c'est un établissement qui peut jouer le rôle de celui qui s'engage dans une relation parce que c'est toi. Un établissement qui se donne comme mission de donner consistance à cet engagement à l'échelle d'une réalité institutionnelle. Alors bien entendu, cela ne pourra pas ne pas passer par l'engagement des acteurs qui sont à la manœuvre dans cette institution. Mais ça passera aussi par des règles du jeu qu'on se donnera pour réguler la vie dans cet établissement. Et à l'échelle d'une société de même, on peut dire, je crois, qu'on pourra s'organiser ou pas pour faire entendre de manière plus ou moins claire que l'on tient à chacun des membres de la société, y compris aux plus fragiles, y compris à ceux qui ont un mal fou à respecter les règles du jeu. Les grands services publics de santé, de justice, d'éducation notamment, représentent les moyens qu'une société se donne pour faire entendre à chacun de ses membres qu'elle tient à eux. Et cela, et je crois que là-dedans, il y a aussi un inconditionnel, un parce que c'est toi. C'est-à-dire que, à travers ces grandes institutions, la société est capable de faire entendre qu'elle ne renonce à aucun prix au fait qu'elle tient à ces personnes. Voilà. Le simple fait, par exemple, d'avoir un numéro de sécurité sociale, vous pouvez me dire c'est tout à fait anonyme, n'empêche que ça dit, sous une forme très médiatisée, qu'on tient à vous et que vous avez votre place. Voilà. Plus une société sera capable de faire entendre quelque chose comme ça, plus elle sera capable d'affronter ses propres tensions et divisions internes. Car alors, elle fait l'expérience de ce qui donne véritablement force et cohérence. Voilà. Je m'arrête là et je vous remercie pour votre attention. Très grand merci pour la force de vos propos, expressions qui m'ont frappé, en tout cas une vie invivable, les sans-deuil, en route de l'humanité. Si, ce que vous nous dites sur l'étrangeté radicale. Voilà. Peut-être que ça a suscité des questions parmi vous. Alors, il y a un micro qui va circuler. On prend 2 micros, on prend une série de questions et puis on... Par expérience, merci de poser une question et pas de commencer un autre exposé. Je vous remercie. Bonsoir Anne. Je voulais dire que moi ça fait penser à la dignité humaine, comme je rejoins Véronique. Et puis, comme on a tous une âme intérieure, c'est la dignité du corps spirituel et humain qui est en jeu, quoi.
dans la vie actuelle. Malheureusement aujourd'hui, parce que je crois que nos anciens et les plus anciennes personnes d'âge avancé n'ont pas trop vécu ça. Enfin, c'est-à-dire, il y en a qui n'ont pas vécu ça, parce qu'il paraît que c'était quand même, on a eu, enfin moi, je suis 70, mais je dis qu'il y a eu une période où c'était beaucoup plus calme, beaucoup plus serein la vie, et c'est vrai qu'on est quand même tout en son du film, quoi. Donc il faut que ça cesse et que la paix soit la vertu la plus fluide de l'eau et du feu, comme l'évangile qu'il y a eu aujourd'hui. Merci beaucoup à tous. Oui, allez-y. Comment faire avec ce propos que vous venez de tenir et qui était exceptionnel face à ce qu'on vit tous les jours dans nos entreprises, hein, et on a eu des apartés pendant le pot tout à l'heure, hein, où on est tous sur des sièges éjectables, où le mot numéro 1 c'est la performance, et qu'on a tous la trouille. Allez-y, troisième. Allez-y, posez des questions. Merci déjà à vos interventions. Et le micro bien, et je voulais vous demander si aussi bien Étienne Brieux que Madame Albanel. Mais il faut parler dans le micro. Oui, ce que vous venez de dire, de le replacer dans ce qu'on appelle en ce moment les temps de la faim. De la faim, F-I-N. Les temps de la faim. C'est-à-dire réaliser que la fin de l'espèce humaine peut avoir lieu de manière historique dans un temps non déterminé, relativement proche de quelques siècles, par exemple. Oui, c'est une question très simple. Ce serait d'avoir le nom de la personne qui a écrit Ouverture du cœur, voilà, que je puisse le noter. Et je voulais vous dire qu'il y a bien longtemps, j'avais lu un livre de Jacqueline de Romilly qui s'appelait Ouverture à cœur. Voilà, parce que c'est un livre que j'avais trouvé vraiment très, très intéressant à l'époque déjà. Peut-être qu'on va répondre déjà sur cette série de questions. Je termine juste sur Ouverture à cœur, c'est de Jacqueline de Romilly. C'est vraiment un livre qui m'a beaucoup marqué. Je ne pensais pas à elle quand j'en ai parlé, mais merci de me le rappeler. C'est un très 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 beau roman, et je crois vraiment que cette ouverture, puisqu'il s'agit d'une belle-mère avec un gendre étranger et qui ouvre littéralement, physiquement son cœur à cet accueil. Je commence par le siège éjectable et j'entends cette trouille dont vous parlez, et j'imagine même qu'elle est... Oui, cette injonction de performance et puis cette vulnérabilité qu'elle entraîne. J'entends beaucoup ça, et je pense qu'on vit effectivement des époques redoutables. Alors je n'ai pas tellement de réponse. Peut-être que la réponse qui vient à l'esprit, elle est double. Un enracinement. Je crois qu'il y a une possibilité quand même de travailler en soi. Je ne dis pas que c'est simple. Par la prière, par une forme de relation. Je crois qu'il y a des grâces. Ça, je dois quand même l'avouer. Hein. Je pense qu'il y a des grâces. J'en suis témoin autour de moi de personnes qui tiennent de manière miraculeuse. Je reprendrai l'expression Simone Veil, parce qu'avec Étienne, nous sortons de 2 jours d'un séminaire au cœur du malheur, virgule, la lumière. Et Simone Veil dit, par grâce et sans effraction des lois de la nature, on parvient à marcher sur les eaux. Vous voyez, et je pense quand même qu'il y a quelque chose de possible de ce côté-là. Maintenant, je m'arrête là parce que j'ai bien conscience que ça peut aussi être une forme de violence apportée aux vies, et que ce n'est pas une réponse sans la trouver. La deuxième chose qui me vient, et c'est purement d'expérience aussi, et là je m'aventurerai encore plus clairement sur ce terrain-là, c'est que ce qu'on n'arrive pas à faire seul, on peut le faire à plusieurs. C'est-à-dire que
vaincre la peur, une peur personnelle dans son rapport professionnel. Et j'entends bien ces situations absolument qui vous poussent à l'épuisement, au burn-out, à une violence extrême. Enfin, je pense qu'il y a vraiment des situations de travail qui sont effrayantes. Je pense qu'il faut en parler, il faut oser en parler à des proches, à des personnes qui peuvent être présentes et surtout qui répondent avec cette magnifique formule d'Étienne, parce que c'est toi, je serai là. Et là encore, je suis témoin de situations dans lesquelles les personnes sont au rendez-vous dans des situations absolument incroyables de défiguration d'humanité. Et je crois qu'on peut, par grâce ou pas d'ailleurs, ou par simple amour humain, être présent à des situations comme ça. Et je crois que la trouille diminue. De ne pas être seul et de ne pas être abandonné tout seul à une situation dramatique, je pense vraiment qu'on peut marcher sur les eaux. Alors les temps de la fin du monde, alors ça, je résiste beaucoup. On parle beaucoup de fin de mois, de fin du monde, vous voyez, c'est ce que j'appelle la dramatisation. C'est possible. Je crois que les premiers chrétiens étaient convaincus d'un jugement dernier imminent. Ils étaient dans une situation de fin du monde. Je relisais Augustin. Augustin disait climat de fin du monde, 4e siècle, 4e, 5e siècle. C'est récurrent. En l'an 1000, on était convaincus de la fin du monde. Je pense que l'espérance, et je crois que ça se travaille, ça se décide. Il y a quelque chose, même comme la joie d'ailleurs. On peut décider à un moment donné de ne pas donner prise à ce genre de choses invérifiables. Et nous avons tant à faire. Nous avons tant à faire. C'est là où Martin Nussbaum nous donne des clés, parce que je pense qu'on peut, quel que soit son tempérament, croyez-moi, je suis du genre plutôt anxieuse, nerveuse, angoissée, mais je vois qu'on peut décider de choisir la joie, de choisir la vie, de choisir l'espérance. Et à plusieurs, c'est possible. Donc, non, très franchement, ça ne m'atteint pas du tout. La fin du mois m'atteint beaucoup plus. Parce que là, je me sens plus responsable. Je pense que nous, les plus dotés, les plus riches, nous avons à ne pas mettre en concurrence les malheurs. Mais la fin du monde, écoutez, voilà. Nul ne connaît le jour ni l'heure. Je sais pas, je suis désolée, je réponds peut-être qu'Étienne a d'autres réponses. Sur la question de la fin du monde, moi je dirais, il y aura aussi une manière, disons, d'admettre, de se mettre dans la perspective d'une fin du monde, sans entrer pour autant dans la dramatisation. C'est-à-dire, c'est tout simplement l'acceptation de la réalité que notre monde, l'espèce humaine, aura très très probablement une fin. Voilà. Donc ça peut venir très vite si on continue à faire des grosses bêtises comme actuellement. On peut espérer que ça vienne beaucoup plus tardivement. Mais en tout cas, nous mettre dans la perspective que notre histoire n'est pas une histoire sans fin. Ce n'est pas une histoire infinie. Voilà. En fait, de nous mettre dans cette perspective-là, je pense, peut nous ramener à la responsabilité que nous avons dans l'histoire. Parce que quand on s'imagine une histoire sans fin, on peut être finalement dans l'imaginaire que la suite de l'histoire nous justifiera. Et du coup, on a besoin de cette suite de l'histoire pour que notre vie trouve un sens aujourd'hui. Voilà. Et s'il n'y a pas de suite dans l'histoire, alors du coup, quel sens aura ma vie aujourd'hui? Mais disons, dans une perspective de foi, on peut dire le sens de notre existence ne tient pas, disons, à l'avenir qu'on est en train de produire. Il a un sens par lui-même. Voilà. Et du coup, ça, je crois que ça nous convoque à la responsabilité, parce que ça nous empêche cette fuite vers la justification par le futur, quoi. Voilà ce que je dis en très, très gros. Mais évidemment, ça marche à condition de ne pas rentrer dans une vision dramatisante qui nous remettrait du côté de la peur. Et là, je suis tout à fait d'accord avec ce que disait Véronique. Et sur la question des sièges éjectables et tout ça, et c'est vrai que, enfin, d'après ce que j'entends dans ce que vous dites, c'est que dans une entreprise, peut-être une entreprise qui sent sa fragilité, etc., tout le monde peut avoir l'impression qu'on est dans des relations uniquement
de type contractuel, c'est ça qui vient de manière massive, qui est premier, et du coup c'est très insécurisant. Voilà. La relation contractuelle a cette insécurité que l'autre peut rompre le contrat. Voilà. Alors, du coup, par rapport à ça, moi j'irais dans le même sens que ce que disait Véronique, c'est-à-dire, c'est sans doute pas en notre pouvoir de pouvoir, par un coup de baguette magique, faire que tout aille mieux dans l'entreprise, voilà. Mais dans notre manière d'organiser notre propre vie, quelle place on donne aux relations qui sont plus marquées par le « parce que c'est toi ». Si on vit, parce qu'il y a un imaginaire qui nous dit que, par exemple, réussir sa vie, c'est vraiment être bien placé sur des échelles de grandeur. Vous voyez, là, ça ne peut marcher qu'avec des relations de type échange calculé, dans lesquelles on va se mesurer les uns par rapport aux autres. Voilà, on va mesurer les capacités qu'on a, les compétences, l'efficacité, etc., etc. Dans la relation parce que c'est toi, ça ne se mesure pas. Parce que, disons, c'est pas des choses qui sont comparables. Voilà. À chaque fois, on est dans l'incomparable dans une relation avec quelqu'un, avec un singulier. Et du coup, je crois, pour moi, la question, ça nous invite à voir dans la manière dont on organise notre vie, est-ce qu'on se laisse prendre par l'imaginaire de la course aux grandeurs, ou est-ce que, disons, on marque une sorte de priorité dans le parce que c'est toi, dans ce type de relation-là. Je ne sais pas si je l'explique bien, mais en gros, voilà ce que je voulais dire. Alors moi, il y a un mot qui a sonné un peu étrange à mes oreilles, c'est le mot étrangèreté. Alors, je me suis demandé si c'était un néologisme, voilà, j'étais pas au courant, parce que, voilà, ou alors si c'était vous qui l'aviez forgé. Et ce qu'il a de plus que le mot étrangeté, à votre avis? Et puis aussi, parce qu'il y a toujours cette crise des gilets jaunes, là, qui est assez envahissante quand même. Et on entend beaucoup quand même que voilà, l'argent qu'on donne aux migrants, aux réfugiés, c'est pas de l'argent qu'on peut donner aux pauvres de notre pays, qui sont moins étrangers que les étrangers. Enfin, voilà, il y a des choses comme ça que, voilà, peut-être que vous allez pouvoir m'éclairer. Moi, je voulais vous poser une question concernant le mot, madame, vous avez utilisé la capacité. C'est un mot que j'aime beaucoup. Et j'avais envie de le lier à ce que vous avez dit à propos de « parce que c'est toi ». Est-ce que quand je pense « parce que c'est toi », il n'y a pas aussi en arrière-plan, parce que justement, il y a à chaque fois quelque chose de capable d'être en chemin, en mouvement, sans le dire, mais qui est comme une espérance, même exactement, une confiance dans la personne qui est en face de moi, parce que c'est toi, mais que tu es capable d'être quelqu'un qui va même me surprendre en quelque sorte. Est-ce que ce mot de capacité, on peut le passer de l'un à l'autre? Oui, s'il vous plaît. Comment reconnaître une place de sujet à des personnes qui sont dans une situation de très grande précarité, qui sont très souvent confrontées à un problème de défaut de loi dans le pays d'où ils viennent, au plan personnel, souvent de manque d'estime de soi pour se faire assez confiance et avancer dans la vie. Comment ces personnes peuvent aussi avoir une place de sujet, c'est-à-dire de reconnaître le droit d'un choix, d'une responsabilité, et aussi, est-ce que ces personnes sont en accord avec les valeurs d'un pays d'accueil où elles décident, ou même forcées par l'urgence aussi, il y a des situations effectivement, malheureusement, comme vous dites, invivables. Voilà, donc comment garder une place de dignité au fond et d'humanité, même quand on est dans une situation absolument extrême comme celle que vous décrivez, qui sont absolument parfois épouvantables. J'ai envie d'effleurer une question un peu brûlante et qu'il ne faudrait peut-être pas aborder, mais
En vous entendant parler, j'ai pensé aux Gilets jaunes, à ce mouvement qui est très multiforme, on peut en penser différentes choses. Et je me suis demandé si ce qui se passait dans les carrefours, les carrefours physiques avec les petites cabanes et les bras zéro, c'était un moment justement où entre eux, il pouvait y avoir quelque chose de l'ordre du « c'est parce que c'est toi ». Ou une recherche de quelque chose de cet ordre-là. C'est sûr. Non. Alors, sur étrangereté, simplement, c'est vrai que je crois que c'est un néologisme. Moi, j'ai tapé sur Google et j'ai vu que c'était déjà employé plein de fois. Je voulais dire, parce que ça me gênait d'employer étrangeté, parce qu'ils ne sont pas forcément étranges, et les personnes marquées par la grande pauvreté, mais ils sont étrangers, c'est-à-dire comme s'ils relevaient, comme s'ils venaient d'un autre monde, quelque chose comme ça, comme s'ils venaient de loin, loin, loin. Enfin, il y a des tas de choses énormes qui nous séparent. Voilà. C'est simplement ça que je voulais dire. Sur la capacité et le parce que c'est toi, mais je pense que Véronique répondra mieux que moi parce qu'elle connaît mieux, c'est Martha Nussbaum, c'est ça. Donc, en tout cas, moi je suis tout à fait d'accord pour dire que dans le parce que c'est toi, c'est une relation qui dit à l'autre, qui fait entendre à l'autre de manière avec beaucoup de tact et de délicatesse, mais qui lui fait entendre on n'a pas encore tout vu de ce qui est beau en toi. Autrement dit, ça fait entendre à l'autre qu'il est encore en genèse. Voilà. Et du coup, c'est vrai que ça appelle, disons, quelque chose. Sans doute que ça ne suffit pas, parce que dans les capacités, on va réfléchir à des moyens pour, disons, permettre de développer des capacités, etc. Ça va passer par des apprentissages, des choses comme ça. Mais je pense que les apprentissages à eux seuls ne font pas tout. Il y a besoin que ce soit accompagné par un regard de ce type-là. Voilà ce que je dirais. Et puis après, allez, oui, les gilets jaunes. Ben oui, sans doute, oui, autour des bras zéro, etc., sans doute que ça correspond aussi à un manque de liens sociaux, des fois, de la part de personnes. J'ai entendu des choses comme ça, après c'est difficile de savoir qu'est-ce qu'il en est de la réalité, mais en fait, pas mal de personnes qui se sont beaucoup mobilisées, enfin, ont vécu des choses très fortes entre elles, et ça a été des moments, finalement, qui a permis de renouer des liens et de retrouver des amis ou quelque chose comme ça. Alors c'est un peu malheureux que ça se fasse à l'occasion de grandes colères ou d'explosions comme ça, qui risquent de ne pas être très constructives. Mais en tout cas, il y a sans doute aussi cette soif-là qui s'exprime. Rapidement, sur les capacités, encore une fois, à la base des capacités, c'est une confiance, effectivement, dans des potentialités réelles, mais qui ont été jusque-là empêchées, pour des tas de raisons. Empêchées en raison de l'histoire de la personne. Je pense au livre « Dans la mer, il y a des crocodiles ». C'est vraiment un livre extraordinaire parce qu'il révèle la soif de ce petit garçon afghan qui est parti à l'âge de 10-11 ans, forcé, contraint. Sa mère l'emmenait, c'est une question de vie ou de mort. Et qui n'a qu'une envie, c'est d'aller à l'école. Vous voyez, ça, c'est une capacité. Il a plus soif de l'école que tout enfant français qui n'en a pas envie. Donc, je crois parier sur... ces capacités, alors c'est ça qui est très intéressant, peut-être que je réponds aussi à cette place de sujet, comment reconnaître. Je crois que ça se fait vraiment dans une relation, c'est-à-dire, d'ailleurs je crois que les capacités, elles supposent d'être en relation. La personne ne parvient pas à déployer ses capacités seule, il lui faut à la fois être accompagné, mais en même temps, et je rejoins un peu ce qui était dit par Étienne, il y a une forme de retenue du projet qu'on peut avoir sur la personne, ou du rythme, ou de la façon qu'on veut imposer absolument, du résultat attendu. Et c'est toujours une forme d'équilibre. Je crois qu'il y a vraiment ce jeu de ne pas mettre la main sur la personne. La personne a son rythme. Enfin, vraiment, c'est peut-être une des grandes leçons personnelles, en tout cas, que je m'applique
fait un peu plus de 10 ans que je suis engagée à GRS, et quand je vois le chemin, au moins je mesure, quand je vois la manière dont j'accueille, ce n'est plus du tout la même qu'au début. Au début, j'étais dans une forme d'impatience, de jugement. J'avais ma casquette juge administrative, je disais c'est un vrai, c'est un faux, mais non, c'est forcément un faux, mais qu'est-ce qu'il vient faire là? J'avais toute cette espèce de discours mental insupportable et inutile. Et ça, à mon avis, ça empêche la capacité. Parce que forcément, en termes de confiance, ça passe. Et au fond, d'abord, on peut se tromper. Et la conversion intérieure, ce que j'ai parlé du choc intérieur, c'est de, non seulement en termes de retenue, en termes de non-jugement, encore que ça ne veut pas dire que nous soyons exclusivement dans le « parce que c'est toi ». Nous ne sommes pas tout à fait dans... Il y a une part de cette logique, mais la marque de GRS, c'est quand même aussi une forme de cadre provisoire, c'est 9 mois au total, c'est 4 à 6 semaines dans une famille, et on essaye d'avoir aussi, de ne pas nouer des liens affectifs tels qu'on capte la personne ou qu'on l'empêche de partir. Donc c'est une forme de... Voilà, on lui permet son envol. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, cette construction, cette place du sujet, c'est... Il y a à laisser aussi... Je prendrai juste un exemple concret pour que ça soit un peu plus clair. Nous avons accueilli, il y a quelques mois, un jeune Libyen, très brillant, honnêtement, c'était pas un plus pauvre, qui avait toutes les capacités, toutes. Il est intelligent, on le réquisitionnait pour tout d'ailleurs. Bon. Toutes les capacités, sauf, j'allais dire, une, pour trouver un emploi. Donc il a quitté Welcome à un moment donné, mais comme il a tous les talents, il a trouvé un petit studio avec de l'aide, mais pas, j'allais dire, d'audace ou d'énergie pour trouver un emploi. Et à GRS, comme il était beaucoup là, dans les bureaux, il nous aidait, il servait de traducteur, d'animateur, il servait à tout, on s'est dit à un moment donné, c'est pas juste, quoi, il faut quand même qu'il y aille, quoi. Il est là, il faut qu'il y aille. Et donc, on l'a à un moment donné poussé dehors. On dit, écoute, maintenant, tu cherches du travail, tu cherches n'importe quoi, tu trouves n'importe quoi, mais tu cherches du travail. Ça n'a pas marché. Et ça, c'est ne pas respecter la construction du sujet. Eh bien, voilà, un peu plus de 6 mois, oui, il a fallu attendre 6 mois, puis finalement, on s'est dit, on le laisse faire. Voilà, qu'est-ce qu'on peut faire de toute façon? Vous ne pouvez pas forcer. Moi, je crois aussi qu'il y a une forme de leçon d'humanité qui est de reconnaître l'histoire de chacun, les traumatismes de chacun, les addictions de chacun. Il y a une forme d'impuissance. Et finalement, la construction du sujet, c'est reconnaître aussi une part d'impuissance. Juste ce mouvement des Gilets jaunes, je suis très partagée et je pense qu'il y a à la fois, un peu comme dans la chanson de Big Flo et Oli, les hommes sont capables de merveilles et de pires folies. Et pour moi, les Gilets jaunes, c'est un peu ça. Mais comme nous tous, je ne peux pas m'empêcher qu'il y a là quelque chose qui met en danger les plus pauvres. Ce n'est pas une bonne nouvelle pour les plus pauvres. C'est terrible à dire. C'est terrible à dire parce que on a relégué les plus pauvres et qu'on a moins envie, c'est-à-dire qu'on a envie de répondre à des classes, encore une fois, une injustice sociale réelle, les classes moyennes, populaires, en risque d'éclassement social, qui ont une légitimité à revendiquer pour eux et pour leurs enfants. Mais le drame, c'est qu'il y en a des encore plus pauvres, dont on prendra encore moins compte. Et notamment, c'est une mauvaise nouvelle pour les migrants, ça j'en suis sûre. Moi, il me semble qu'il y a une question à laquelle on n'a pas répondu. Je ne sais plus qui l'avait posée, mais en gros, je la reformulerai sous la forme de dire... je ne sais plus, ça mettait en balance un peu l'accueil des étrangers et le soin des plus pauvres chez nous. Je ne sais plus, il me semble qu'il y avait quelque chose comme ça. Là-dessus, moi je dirais simplement, je ne crois pas du tout qu'il y ait une sorte de quantité limitée de capacité d'accueil de notre part qu'il faudrait partager comme on partage un gâteau. Et plus il y en aurait pour l'un, moins il y en aurait pour l'autre. Je crois que plus on sera sensible aux plus pauvres, plus on sera sensible aussi à d'autres formes de grande précarité. Voilà. En fait, on a des capacités d'accueil qui sont phénoménales. Je pense qu'on pourrait, on pourrait faire des choses absolument incroyables si on mobilisait toutes ces capacités d'accueil que nous avons. Et du coup, je crois que
le travail avec, par exemple, le GIRES, les réfugiés, le travail avec des personnes en très grande précarité, c'est pas du tout en concurrence, c'est pas du tout à mettre en concurrence, mais plus on est sensible aux uns, et plus on est sensible aux autres. Ça, moi, j'y crois vraiment très profondément. Voilà. Une dernière question, peut-être. Là. Oui, merci. C'est une question qui s'adresse à Véronique Albanel et qui revient sur le passage de l'interpersonnel vers le politique, le public, que vous avez esquissé vers la fin de votre intervention. Vous nous avez donné comme piste, Véronique, pour surmonter la peur, la capacité d'ouvrir notre intelligence, notre cœur, de faire face au réel dans sa totalité. Mais les exemples que vous avez donnés pour illustrer cette démarche me semblent être essentiellement de l'ordre de l'interpersonnel. Nommer les personnes, reconnaître leur vie insoutenable, reconnaître leur potentialité. Aucun doute, il y a là une source de joie pour tous ceux qui l'ont expérimenté. Mais n'est-ce pas un aspect tronqué du réel? Est-ce que le réel ne comprend pas aussi une dimension publique qui est celle que vous avez évoquée en passant, quand Hannah Arendt dit qu'il faut éviter l'impuissance, la toute-puissance. Mais, je vais terminer, si ce qui se passe en ce moment du point de vue de l'Union européenne n'est pas bon, puisqu'on cache, on met sous le tapis les problèmes en les externalisant, et une grande souffrance de la part de ceux qui sont ainsi cachés, ce qui s'est passé en 2015-2016 n'est pas meilleur. Là, l'Union européenne a montré son impuissance à réguler un phénomène qui aurait exigé une capacité de réaction politique. Et cette impuissance, effectivement, a eu un prix, un coût important. En Allemagne, où il y a une autre configuration politique. En Italie, où cette fois-ci, c'est carrément l'extrême droite qui a gagné. Et donc, ma question, ne faut-il pas aussi regarder en face, et sous un angle politique, la nécessité de réguler et d'organiser cette relation migratoire, y compris l'asile? Seulement un tiers des personnes qui ont été accueillies, entre guillemets, en 2015-2016, ont reçu une protection. Et la plupart de celles qui n'en ont pas eu sont encore là. Vous le savez.